Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur la première pour votre émission Présence protestante. Fabien Ruel aux commandes de cette émission. D'ici quelques instants, nous irons à la rencontre d'une tranche de vie exceptionnelle. En effet, demain, nous fêterons le 77e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il nous a semblé bon d'écouter le témoignage d'une survivante. On peut dire que la vie, elle l'a connue dans toute sa grandeur, dans toute sa douleur. Ce sont des moments particuliers que nous allons vivre ce soir sur la première. L'interview sera menée par Chiara Bandinou. Bonjour à tous, bonjour Gisèle. Vous êtes aujourd'hui bruxelloise, vous avez été bijoutière, vous avez un fils et 3 petits-enfants, mais surtout, depuis peu, vous êtes l'auteur d'un récit autobiographique poignant, qui doit être lu par tous parce qu'il fait partie de l'histoire collective, et ce récit s'appelle « Sous terre pour survivre, parcours d'une enfant juive ». Vous y racontez le début de votre vie, puisque vous aviez seulement 3 ans quand la Seconde Guerre éclate en Pologne. Et de là, commence votre lutte pour survivre. Votre effort de mémoire devient un devoir de mémoire. Alors, Gisèle, présentez-vous. Gisèle Genia Flax. Je suis née en Pologne, à Przemyśl, le 27 janvier 1935. J'ai aujourd'hui 87 ans. On va faire un petit bond dans le temps. Avant que vous n'arriviez en Belgique, donc, pendant tout le temps de la guerre, vous avez essayé de survivre. Et vous avez vécu sous terre, Oui. Une cachette sous terre. Pendant combien de temps vous avez vécu dans cette cachette ? Après le calcul, ça faisait à peu près 2 ans. Et combien de personnes y vivaient avec vous ? J'ai été dans 3 endroits différents. Dans le premier endroit, on était à beaucoup. Mais ne me demandez, encore une fois, je ne sais pas combien. Mais tout était rempli, on était beaucoup. Le deuxième, on était beaucoup moins. Et le troisième, alors on était très peu. Et c'est là, dans le troisième, que on a contacté, où il y avait Esther qui était là, dans la troisième cachette. Et comme c'était les seuls membres de la famille, donc je devais être avec eux. Vous pourriez décrire cette vie sous terre ? Il n'y a pas grand-chose à décrire. On était toujours couchés. En hiver, on ne pouvait pas sortir pour ne pas laisser des traces à cause de la neige. Quand il y avait le dégel, on était dans l'humidité. De temps en temps, par quel moyen, ça je ne peux pas dire, on nous apportait à manger. On restait des mois sans manger. Il y avait des espèces de maïs, vous savez, qu'on donne aux poules. Mm-hmm. On trempait ça dans de l'eau, enfin l'eau qui coulait, et on se nourrissait de ça occasionnellement. Quand j'étais malade, j'ai été à un moment donné malade. Enfin, on était malade, mais on n'avait pas de médicaments. Mais à un moment donné, j'ai attrapé des plaies sur mes jambes. Et ma grand-mère, parce qu'il paraît que j'étais un garçon manqué quand j'étais petite. Et quand je rentrais des jeux, j'étais souvent blessée. Et elle me mettait des feuilles. Elle m'a toujours dit, si tu te blesses ou s'il y a quelque chose, tu mets la feuille et tu vas guérir. Et quand j'étais cachée, j'avais des plaies. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai mis toutes les feuilles sur mes jambes et ça m'a guéri. Ça a absorbé le pus. Quand je suis venue en Belgique, j'avais plein de taches rouges. C'était comme des cicatrices, si on peut. Et de ça, je me suis guérie. Je voudrais revenir sur 2 mots qui reviennent pendant tout le récit. D'emblée, vous parlez de votre sentiment d'avoir survécu, au contraire de beaucoup d'autres. Et ce sentiment, c'est la culpabilité. Ce sentiment est encore évoqué au sujet de votre grand-mère qui a pu rester auprès de vous, tandis que votre mère et votre grand-père ont été arrêtés. Vous parlez également de honte d'avoir été mendiante, honte de ne pas avoir su remercier toutes les personnes qui vous ont aidé, honte d'avoir parfois menti aux gens. Est-ce que ces sentiments de culpabilité et de honte, aujourd'hui, sont encore présents ? Si. Oui. Ah oui, très fort. Rien que de vous entendre parler, ça va passer.
on entend en fait que après 87 ans, l'émotion, elle est toujours là. Oui. Comme au premier jour. Surtout, j'ai volé une paire de chaussures. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Cette femme était d'une gentillesse. Elle me donnait toujours à boire plutôt, parce qu'elle était très pauvre. C'était l'hiver, j'avais pas de chaussures, j'avais des espèces de sandales. Et elle avait un petit garçon, et elle a mis ses chaussures séchées près du feu. Et moi, j'étais aussi près du feu. Et quand j'ai vu ces chaussures, je les ai volées. Et le lendemain, je ne sais pas, il y a un bonhomme que je n'ai jamais vu. Est-ce qu'il m'a suivi? Est-ce que la dame a dit quelque chose? Je ne sais pas. Le lendemain matin, il est venu derrière moi. Il m'a dit, tu as volé les chaussures. Si tu ne le remets pas, je t'amène à la police. Et j'ai attrapé peur. Et j'ai caché ces chaussures. Je ne les ai pas tout de suite mis. J'ai été vite les chercher. Et cette femme, elle n'avait même pas une porte. C'était un morceau de tissu qui faisait comme un rideau, si vous voulez. J'ai jeté les chaussures et je me suis enfuie. Et je ne l'ai plus jamais revu. Et j'avais en ce moment 9 ans. C'était après la guerre. Et ça, je peux pas. J'aurais tant voulu. Le petit garçon, il doit avoir sûrement mon âge, s'il vit. J'aurais tant voulu. Mais je ne sais pas ni son nom, je ne sais rien. J'étais mendiante, j'allais d'une maison à l'autre. Et j'allais toujours chez elle. Et quand je finissais, elle me donnait toujours sa tasse de thé. C'est tout ce que je recevais, mais c'était du chaud. Elle était gentille, affectueuse. C'était la seule personne. Et j'ai fait une chose pareille. Je peux pas l'oublier. Mais je peux vous donner mon point de vue de lectrice. Tout à fait. Dans tout le récit, on se dit que on n'a pas toujours le choix dans la vie. Il y a des personnes qui, on ne sait pas pourquoi, le sort s'acharne sur eux. Et quand vous avez commis ce tout petit délit insignifiant, en fait, de mon point de vue en tout cas, je me disais que vous n'aviez tout simplement pas le choix. Que vous aviez froid. Oui. Et que... Aujourd'hui, c'est insignifiant, mais pas à l'époque. Oui. Pas à l'époque. À l'époque, c'était quelque chose de très important. Oui. Une paire de chaussures, vous imaginez? En effet. C'était quelque chose de fou. Et là où j'étais chez les personnes qui étaient de la famille, si je n'apportais pas quelque chose, ni à manger ou quoi que ce soit, c'était des coups que je recevais. Donc, non, c'est insignifiant. On ne se rend pas compte aujourd'hui ce que c'était, ces choses-là. Non, c'est vrai. Même quand j'apportais des pommes de terre, c'était quelque chose une valeur, enfin. Une chose m'a surprise et qui est très peu mentionnée dans les livres d'histoire, c'est qu'après la libération, la Pologne a été sous l'occupation russe. Oui. Et pour les Juifs survivants, c'était une fausse victoire, en vérité, puisque l'antisémitisme était toujours très présent. Il était difficile de s'en sortir. Quel souvenir avez-vous de cette période ? Écoutez, après la libération, donc on nous a donné une habitation, une chambre où j'étais avec Esther. Je ne sais pas combien, donc j'ai mendié pendant je ne sais pas combien de temps non plus. Mais je sais que c'était un hiver et en été. C'est vers l'été que je suis repartie dans un wagon à ciel ouvert, comme un wagon de marchandises. On est reparti et je pense que c'était du côté de la Tchécoslovaquie parce que je devais aller dans un camp en Allemagne, tenu par la Croix-Rouge américaine. Alors, je ne sais pas vous dire mon impression, comment c'était. À un moment donné, on a dit que je devais aller à l'école, mais l'effroi en Pologne, en Russie, est tellement
Et il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas... Donc, on n'y allait pas. Il n'y avait pas d'école. Je n'ai pas été à l'école, tellement qu'il faisait froid. Je ne sais pas vous dire. J'ai vécu des moments, je pense que... J'y pense aujourd'hui, c'était des moments où j'étais avachie. Quand je rentrais à la maison, entre guillemets, c'était des bagarres, ou dans la rue, où je mendiais. Il y avait des gens qui étaient gentils, il y a des gens qui n'étaient pas gentils. Et en plus, ce qui s'est passé avec cette Esther, en Pologne, les enfants avaient des fourrures, des moutons retournés. Donc, la fourrure était à l'intérieur. Pardon. La fourrure était à l'intérieur et à l'extérieur, c'était le cuir. Et ce cuir était garni avec des petits rubans. On faisait des petites fleurs, des petites lignes. C'était magnifique comme vêtement. J'avais aussi un manteau et sa fille, qui s'appelait Anita, elle avait aussi un manteau. Et figurez-vous que j'allais mendier chez cette femme qui avait ce manteau pour que les Allemands ne le prennent pas. Elle l'a donné à une personne pour le garder. Mais moi, je n'étais pas au courant. Et cette personne, c'est vrai, elle me donnait beaucoup de choses. Chaque fois quand j'allais, recevais. Et moi, j'étais contente. Et quand on est reparti vers l'Allemagne, elle voulait récupérer ce manteau. Alors la dame a dit, moi j'ai assez donné, et elle me connaissait en plus, moi je la connaissais pas. Alors elle a dit à Esther, j'ai assez donné, maintenant ce manteau je le garde. Je vous donne plus ce manteau. Alors là c'était ma fête. Ça, j'oublierai jamais. Encore une fois, c'était vous la responsable? C'était moi la responsable. Et moi j'étais étonnée, je ne savais pas de tout ça. Je n'étais pas au courant. Mais là, des coups ont valsé. Quand j'y pense aujourd'hui, je devais faire une réserve parce que je me dis, si demain je n'ai rien, il faut que j'apporte quelque chose. Sinon, j'ai des coups. Donc, j'avais ma petite cachette. Quand je recevais beaucoup, une partie je mettais de côté pour prévoir pour le lendemain. En tout cas, merci Gisèle. Cet entretien a été très riche en émotions, comme on peut l'entendre, autant que votre récit. Et justement, si vous désirez aller plus loin avec ce récit, n'hésitez pas à vous le procurer. Caché sous terre pour survivre, Gisèle Flasch, c'est aux éditions Jourdan. Merci aussi à Véronique de Montfort d'avoir permis la rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission, bien évidemment, sur ovio.be ou sur le site de l'association protestante pour la radio et télévision à l'adresse suivante aprt.be. C'était Fabien Ruel aux commandes de cette émission. À très bientôt pour une autre édition de votre émission Présence protestante. Au revoir. Proste
velik benkin, mama ty moja. Edesa, prościa, jadesa, irnak dir velik benkin, gore ne bida. Edesa, prościa, jadesa, prościa, ty wrybie.